Merci. Merci Isabelle. Alors vous voyez, je peux me mettre là, vous m'entendez et tout. J'ai un jouet pour moi. J'adore. Ça fait un peu l'Olympia, je trouve. Bon, ben merci à tous. C'est vrai que je suis déjà venue il n'y a pas très longtemps. Je suis toujours accompagnée d'Hélène Caldi, qui est ma collaboratrice et qui prend soin de moi, et particulièrement en ce moment, parce qu'il faut un petit peu m'aider avec ma main cassée. Et en effet, hier soir, on a passé une très bonne soirée. D'abord, une très bonne fin d'après-midi pour travailler ensemble. Et je vous remercie vraiment, Madame Jacques, Madame Dolmé et tous ceux qui étaient présents, pour qu'on puisse un peu vous découvrir et parler de ce qui se fait sur votre territoire, qui est un territoire très riche en éveil culturel et artistique. Ça, c'était très agréable. Et puis, merci à, je le dis parce que Émilie, Muriel et Florence nous ont magnifiquement reçus, venus chercher à la gare, amenés à l'hôtel, attendus, emmenés dîner. Enfin, vous voyez, quoi. Voilà, leur soirée, c'était pas familial, c'était avec nous. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je suis une soignante. Hein, je ne sais pas si tout le monde le sait. Je suis donc psychologue et psychanalyste, comme Isabelle l'a rappelé. Je suis issue du CHU. J'ai travaillé 25 ans en maternité, puis et en parallèle dans un CMPP, hein, les centres médico-psychopédagogiques et les CAM, centres d'action médico-sociale précoce. C'est des lieux où les familles viennent quand ils sont préoccupés par leur enfant et ils souhaitent qu'il soit reçu par des professionnels de la santé. Et pendant quelques années, et aujourd'hui ça s'est aggravé, les listes d'attente sont énormes pour pouvoir avoir un rendez-vous et venir parler de son enfant. Et c'est pour ça qu'en 1999, j'ai monté un espace d'accueil qui s'appelle les Pâtes au beurre, dont vous avez parlé. Les Pâtes au beurre, en fait, c'est un lieu, c'est un peu un cousin des Maisons Vertes qui sont devenues maintenant des LAEP. C'est des lieux qui sont gratuits, anonymes et sans rendez-vous. Maintenant, ça date, le concept Maison Verte date des années 80, 70-80, donc on a un peu changé de société. Vous savez que la famille s'est beaucoup transformée. Donc moi, je n'ai pas refait la même chose, bien sûr, puisque je voulais toucher les parents au-delà de 3-4 ans. Donc c'est un lieu gratuit, anonyme et sans rendez-vous, où on peut venir avec ou sans son enfant, puisque les familles se séparent, on n'a pas toujours son enfant avec soi. Et puis on peut venir sans limite d'âge pour son enfant. Et nous sommes dans une cuisine, c'est-à-dire que nous, psy, on a troqué nos bureaux contre une cuisine. Et c'est autour d'une table, en fait, que les parents peuvent venir nous rencontrer sur des créneaux d'accueil. Ils ont juste à pousser la porte. Donc c'est un lieu solidaire, mais aussi d'entraide. Et je dois l'idée de la cuisine à une femme qui s'appelle Selma Freiberg, que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est une Américaine décédée aujourd'hui, mais qui était assistante sociale, qui travaillait dans le quart-monde américain pour des familles extrêmement démunies. Et elle allait faire son travail d'assistante sociale dans les domiciles, et il y avait une seule pièce, c'était une cuisine où on mangeait, dormait, et donc elle a pris pour habitude de travailler dans une cuisine. Et quand elle est devenue une psychanalyste, une grande psychanalyste à l'origine des thérapies brèves, elle a décidé de continuer et elle a écrit un magnifique article qui s'appelle « La psychothérapie dans la cuisine ». Et j'ai dit ça, c'est génial. La cuisine, c'est pas n'importe quelle pièce, la symbolique est forte, on y pleure, on y rit, on se confie, voilà, bon, c'est quand même un endroit fabuleux. Et c'est dans cette cuisine que j'ai remarqué que ça allait pas si bien que ça dans les relations parents-enfants. Et ça m'a même déprimée parce que je trouve que moi, on est en 2022 maintenant, c'est ma 40e année de clinique, de travail. Hein. Je arrive plutôt sur la fin de ma carrière. Et au lieu de voir une amélioration des relations parents-enfants, je vois une détérioration des relations. Et ça, je me dis, mince, quand même, si la modernité, ça rime pas avec du mieux-être, c'est quand même un petit problème. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu solliciter le ministère de la Culture, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, pour dire bah, ça ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'on se bouge, on ne peut pas laisser nos enfants et leurs parents être en difficulté dans les relations. Et j'ai voulu évoquer et faire un focus sur, en effet, toute la question de l'éveil, l'éveil culturel et artistique. Alors,
il y a des tas de choses qui se font depuis très longtemps. Il y a des associations historiques. Donc, quand j'ai fait mon rapport, j'ai pu découvrir cette richesse. Ce que moi, j'ai eu envie de faire, c'est de le mettre du côté de la santé. Puisque moi, je suis justement une soignante et je voulais montrer à quel point l'éveil, c'est un sujet important, c'est un sujet de santé. Et je n'aborde pas du tout l'éveil et j'aimerais faire un cri d'alarme. Ce n'est pas un petit sujet pour des petits enfants avec des gentilles dames qui viennent les occuper. Hein. On a autre chose à faire de nos vies. Hein. Voilà. Donc, non, mais parce que c'est comme ça qu'on est vu. Hein. Vous vous en rendez compte ou pas? Oh, vous le savez. Je dis volontairement petite dame. Hein. J'ai genré tout à fait spécifiquement. C'est la même chose quand des parents disent à leur enfant mais s'il va avec la dame, elle est gentille. Bon, c'est pas un métier hein, d'être gentil. Moi, je n'en sais rien. Si d'abord je suis gentille. Puis les enfants, ils sont évidemment, ils regardent de plus près. Il ne suffit pas de leur dire qu'on est gentil. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet extrêmement sérieux, que c'est un sujet politique. C'est un sujet qui vient prendre soin de nos démocraties et de la santé de nos sociétés. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, on n'est pas tout seul. Il y a des tas de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, ils ne vont pas dire l'éveil culturel et artistique, c'est vrai, ils ne vont pas s'engager là-dessus. Mais quand vous écoutez des gens comme l'économiste Éloi Laurent qui parle de prendre soin de nous avec son concept de pleine santé, où il montre l'importance très tôt, très précocement, de prendre soin des liens qui nous unissent, eh bien, en effet, ça fait partie, il pourrait tout à fait évoquer l'éveil, et moi, quand je parle avec lui, on est sur la même longueur d'onde. Je pense à Patrick Vivray, qui est un philosophe, qui, lui, parle de comment est-ce qu'on peut faire de l'autre un compagnon d'humanité. C'est très joli comme formule, et ça nous permet un peu de réfléchir, mais oui, c'est quoi un compagnon de l'humanité hein? Comment est-ce que ça se construit? Ou bien parler des sociétés d'aller vers des sociétés de coopération et pas des sociétés de compétition. Vous voyez, tout ça, ça parle de la même chose. Est-ce qu'on fait de l'éveil culturel et artistique pour nos enfants pour qu'ils soient plus intelligents ou bien est-ce qu'on veut les nourrir dans leur développement, on veut les nourrir dans leur humanité? C'est des questions qu'on partagera tout à l'heure dans le débat. Et puis, pour finir, je pense il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer, mais je pense à Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui sont des épidémiologues, et je vais les nommer parce qu'ils montrent comment l'égalité réduit le stress, et ça préserve la santé mentale, la santé psychique, la santé relationnelle, appelons-la comme on veut, et ça améliore le bien-être de tous. Donc, ils montrent comment les inégalités de santé sont plus marquées dans les sociétés qui sont les moins égalitaires. Plus on a des inégalités, moins on est en bonne santé. Mais tous, pas simplement une tranche de la population. Donc voilà l'intérêt de s'occuper de tout le monde et de prendre soin de tout le monde. Et on sait bien que pour diminuer les inégalités sociales de santé, il y a les interventions précoces et le soutien à la parentalité sont des vecteurs majeurs. Donc, il faut y aller, parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de tout ça qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'on en est encore à devoir se battre pour dire que ça sert à quelque chose d'être là, au plus près de nos tout-petits, précocement, même avant même leur naissance, et de prendre soin justement des liens qui unissent les parents avec leurs enfants. Donc, pour parler de tout ça, moi, j'avais envie de vous raconter une histoire. Alors, c'est pas une histoire drôle du tout. Hein. Voilà, puis c'est pas une histoire pour des enfants, mais il n'y a pas d'enfants dans la salle, donc ça tombe très bien. Ah mince, il y a un bébé. Ah, parce que même s'il dort, il m'entend. Hein. Je vous ai prévenu. Hein. Excuse-moi d'avance, petit bébé. C'est l'histoire d'un roi. Oh, c'est très court. Hein. Qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen. Vous ne le connaissez pas, ben c'est normal, hein, il vivait au XIIIe siècle, hein, donc il régnait sur la Germanie, l'Italie, la Sicile, Jérusalem, et c'est Claude Allione qui raconte cette histoire. D'ailleurs, je l'ai lu ailleurs, mais Claude la raconte très bien. Et ce Frédéric II, c'était un grand érudit, il était passionné par les sciences, il se posait énormément de questions, et il y a une question en particulier qu'il taraudait énormément, c'était quelle est la langue originelle? Quelle est la première langue qu'un enfant parle? C'est quoi ses premiers mots? C'est quelle langue? Et ça lui a bien pris la tête, ce qui fait qu'à un moment, il a demandé à des
qu'on pourrait appeler aujourd'hui des puéricultrices, de s'occuper d'une douzaine d'enfants, de s'en occuper sans jamais leur parler, juste les soigner, leur donner à manger, les changer, mais pas aller leur chuchoter quoi que ce soit dans l'oreille. Voilà. Des soins de base, et voir quel est le premier mot qui allait sortir. Et au final, eh ben, tous les enfants sont décédés. Ils ont tous péri de ce traitement terrible. Alors, on pourrait d'ailleurs relier tout ça à la notion de carence affective, mais je me suis demandé si nos jeunes collègues avaient déjà entendu parler des travaux de la carence affective. Non? Vous ne connaissez pas, hein? Ouais, c'est les années 50. Oh, ça me fait beaucoup de peine, mais bon. Parce que ça parle de ça, hein, ça parle de ces traitements, quand les traitements sont mécaniques et hygiénistes, hein, quand on perd ce lien à l'autre, comment nos enfants n'arrivent pas à grandir. Donc ça rappelle, et je pense que s'il y avait une seule chose à retenir, ça serait celle-là, que nous sommes une espèce particulière. Je le dis, je le redis à chacune de mes interventions. Notre condition native, hein, elle est, disent les scientifiques, néoténique. Nous sommes des petits néothènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous débrouiller tout seuls à la naissance. Dès la naissance, le petit humain a besoin d'un autre que lui. Il a besoin d'entrer en relation. C'est notre condition, c'est fondamental, c'est vital. Et Winnicott nous disait « un bébé tout seul, ça n'existe pas », qui était une phrase quand même tout à fait clé, qu'on adore, et on adore Winnicott. En général, on arrive toujours à le caser à un moment ou à un autre dans un colloque. Hein. Il est sympa, il parle bien, enfin, je n'ai pas connu, hein, mais dans mon fantasme, c'est un type super sympa, voilà, principal. Donc je peux en parler facilement parce que je l'aime bien. Toujours est-il, un bébé tout seul, ça n'existe pas. C'est quand même plus sympa à comprendre que notre condition native est néoténique. Voilà, plus facile. Ceci dit, si vous voulez faire de l'effet dans un dîner, vous pouvez vous lancer. Hein. Ça fait bien. Mais tout ça pour dire que voilà, on a besoin d'un autre. Donc nous sommes des êtres de relation. Et vivre, c'est vivre avec. C'est pas rien, hein, cette définition. Pas, ça ne veut pas rien dire. Hein. Donc notre espèce, en plus, elle a parfaitement conscience du temps qui passe. C'est aussi pour ça que nous sommes un peu angoissés. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est tout le temps en train de lutter contre le temps qui passe. Hein, et notre modernité nous accompagne. On aimerait bien être immortel. Hein. D'ailleurs, on a découvert avec le virus que finalement nous étions possiblement mortels. On l'avait totalement oublié. Hein. Mais alors, ça nous était passé je ne sais pas où. Hein. Tellement habitués à être dans la toute-puissance que, mais au final, quand en effet nous sommes attaqués, hein, dans nos capacités vitales, eh bien, voilà, ça provoque de l'émoi. Donc nous sommes quand même légèrement angoissés de base, parce que nous savons que le temps passe et que, bien entendu, la mort n'est pas loin. Donc on va conjurer, on passe notre temps à essayer de conjurer. Et on conjure comment? Ben, en se racontant des histoires. Et c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes des êtres de récit, nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres de récit. Et Nancy Huston a écrit un très joli livre qui s'appelle « L'espèce fabulatrice », où justement, elle parle de ça, elle parle de ce qui nous constitue et comment, ce qui est fondamental dans nos histoires de vie, c'est que nos récits prennent sens, que ça donne du sens. Dès qu'on quitte le sens de nos récits, on n'est pas très bien. Et on a plein de façons de le dire. On peut somatiser, on peut avoir des troubles de l'humeur, on peut avoir des troubles du comportement. Dès qu'en effet, on ne sait plus très bien où on en est, et ça peut tous nous arriver, parce qu'on a tous des histoires de vie, on a tous des enfants, on a tous des parents, voilà. Et on peut, il y a des moments dans la vie où on se dit, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais là, je sais pas, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Et en effet, quand ça n'a aucun sens, et d'ailleurs quand les enfants se mettent à faire des choses qui n'ont aucun sens, eh bien, ils viennent voir le psy. Voilà. Et nous, c'est notre boulot de voir qu'est-ce qui se passe et où est-ce que le récit s'est arrêté et pourquoi il s'est arrêté. Quel sens ça a? Où est-ce qu'il ne retrouve pas sa continuité d'être? Où est-ce qu'il ne retrouve pas son identité narrative, nous dirait Paul Ricoeur. Hein, Paul Ricoeur, c'est un philosophe, il était passionné de sciences sociales
Et il parlait beaucoup de l'identité narrative, c'était son concept, son terme. Hein. Et il montrait que l'identité narrative, il y a à la fois du même, c'est-à-dire il faut qu'on puisse toujours se raconter, et puis en même temps, évidemment, ça bouge, ça change, parce que vous ne parlez pas de vous de la même façon à 40 ans qu'à 20 ans, qu'à 10 ans. Donc il y a quand même quelque chose d'une continuité, et puis il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Donc, et les temps d'ailleurs de transformation ne sont pas si simples. Hein, c'est pas si simple. Vous voyez, une transformation, c'est par exemple devenir parent, c'est pas si simple. Hein, il y a le surgissement de l'étrangeté qui arrive et qui peut être très très perturbant. C'est-à-dire qu'on est soi puis pas soi, on ne se reconnaît pas toujours. Hein, moi, je le vois par exemple au pâte au beurre, quand des parents viennent nous témoigner qu'ils se mettent à crier sur leur enfant et qui ne se reconnaissent pas, ben on est complètement dans les propos de Sigmund Freud quand il parle de l'inquiétante étrangeté. Hein, c'est-à-dire ce moment où finalement vous êtes vous, mais il y a un bout de vous qui n'est plus vous. Qu'est-ce qui se passe? Hein, et quand on nous dit, mais moi, je suis pour le calme, moi je ne crie jamais, enfin, mais je vous assure, il me rend fou, hein, en parlant du lien à l'enfant. Et là, ce surgissement-là, il est extrêmement violent. Hein. C'est ce moment-là où vous ne connaissez pas ce bout de vous-même. Hein. Et Freud, il l'avait développé en rentrant il était dans le train, il est rentré dans un wagon, il est rentré dans sa cabine, et dans cette cabine, il voit qu'il y a déjà un vieux monsieur qui est arrivé avant lui. Il ne s'en fait pas, lui, il s'installe, c'est ma cabine, j'ai payé ma cabine, etc. Et en fait, il réalise soudainement que le vieux monsieur, c'est lui, c'est son image dans le miroir. C'est cette part vieillissante qu'il n'avait pas vue. Hein, voilà. Et bien, c'est soudainement un bout de lui qu'il ne connaissait pas. C'est pas rien. Quand vous avez une ride de plus le matin, bon, moi je peux vous en parler facilement. Vu mon âge, bah, vous dites attendez, non, c'est pas moi du tout. Non, c'était pas comme ça hier soir. Pas du tout. Voilà. Bon, donc ça fait partie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des hommes et des femmes qui ont fait des concepts. Hein. Et ils l'ont fait à partir de vécus, à partir de situations cliniques. Et c'est ce que vous nous avez proposé, hein, mesdames. Vous nous avez proposé des histoires, il était des fois, des choses que vous avez vécues. Et du coup, vous nous les transmettez. Et parce que vous nous les transmettez, votre expérience devient expertise. Et on a tous des expériences qui peuvent faire expertise. Et on peut tous les partager et nous les transmettre. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, maintenant, il ne suffit pas de parler à un bébé pour que ça l'intéresse, pour qu'il nous écoute, et pour que son tissu narratif, en fait, se mette en œuvre, c'est-à-dire qu'il puisse grandir, finalement, avec les mots qui le caressent, qui l'accompagnent, qui le guident. Ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on s'adresse à lui. Il va falloir que ce soit un discours adressé. Hier, on en parlait, hein, on ne trompe pas les bébés. Et quand on a décidé de vouloir travailler avec les bébés, il faut être sûr de son coup, parce que lui, il ne fera pas semblant de s'intéresser. Hein. Il a autre chose à faire. Hein. Donc, ça l'intéresse parce que vous êtes là, mais vous êtes complètement là, de la tête aux pieds. Vous donnez tout ce que vous avez à donner. S'il y a un bout de vous qui est en train de vous demander ce que vous allez manger ce soir, ça, il ne restera pas avec vous, il ne sera pas en lien. Il a besoin de toute votre énergie. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'un discours adressé et qui porte cette énergie, c'est-à-dire qui porte votre désir d'être en relation avec vous. Alors, on n'est pas obligé de dire désir, on peut dire énergie. Vous voyez, bon, moi, je ne veux pas vous accabler de mots psychanalytiques, même si j'adore ça, mais bon, c'est pas l'heure, on va dire. Et qu'il y ait, et bien entendu, que vous portiez la trame d'un récit avec une voix qui a des flux. Parce que lui, c'est sa gourmandise. Il aime ça. Hein. Et bien sûr, je pense que là, vous allez nous en parler beaucoup mieux que moi. Mais donc, pour écouter, il faut quand même qu'il y ait cette trame, il faut qu'il y ait cette énergie. Dans les interstices, il y a de la connaissance qui se glisse. Ça, ils adorent. Hein. Donc, petit à petit, ils la construisent. Et puis, la voix, c'est une matière. Hein. La voix, ça a une épaisseur. Donc, d'ailleurs, les bébés se fient beaucoup plus à la voix qu'au regard au départ. Hein, et ils aiment entendre cette voix. Donc, évidemment, alors, ça va les quitter petit à petit parce que nous aussi, hein, au départ, on a été des bébés, nous aussi, on s'accrochait plus à la voix qu'au regard. Et puis petit à petit, c'est le regard qui prend le pas sur la voix. Hein. Dès l'école maternelle d'ailleurs, hein, on est beaucoup plus dans le visuel. Et les spécialistes de la voix disent que plus on grandit, plus on devient sourd.
hein, c'est-à-dire qu'on ne sait plus écouter. Et ça, c'est assez intéressant, cette observation. Je trouve que voilà, ça frappe un peu. Et quand on lit des auteurs comme Jacques Lucéran était devenu aveugle suite à un accident. Il est tombé dans sa classe. C'était un grand résistant. Il est devenu un grand résistant, mais quand il était enfant, il lui est arrivé un accident qui l'a rendu aveugle à 8 ans. Il est tombé sur un coin de bureau de sa classe et il a perdu la vue. Et je ne peux que vous recommander de lire Jacques Lucéran et Si la lumière fut. Je serais bien incapable de vous le raconter, tellement c'est une expérience de vie d'un enfant devenu adulte qui perd la vue. D'ailleurs, il y a eu Garcin qui a écrit un livre sur lui qui s'appelle Le Voyant, c'est pas rien, hein, parce que justement, il voyait, et il voyait avec les autres sens. Et il raconte très très bien qu'il est resté aveugle tant qu'il a pensé qu'il fallait qu'il voie, enfin, quand il disait je ne vois plus, et qu'il fallait qu'il jette ses yeux en avant. Je ne sais pas s'il le dit un peu comme ça. Et le jour où il a compris que s'il regarde dedans, en lui, il voit. Bon, bref, lisez le livre, franchement. Non, mais parce que vous comprendrez mieux aussi les bébés et vous comprendrez bien quand on parle de cette base, cette perception amodale, c'est-à-dire cette capacité du bébé à écouter avec tous ses sens, tous les sens en même temps. Les sens, ils fonctionnent ensemble. Au départ, on ne pensait pas du tout ça. C'est vraiment les spécialistes, les chercheurs, spécialistes du développement de l'enfant qui nous l'ont appris. Alors moi, je pense, quand je parle de ça, je pense évidemment beaucoup à Maya Gratier, qui est une formidable chercheuse, absolument passionnante, et qui parle très très bien de tout ça, et cette fonction, cette perception amodale de ces bébés, qui fait que les bébés, ils écoutent en interchangeant leurs sens. Ils n'ont pas besoin de regarder pour voir, ils n'ont pas besoin d'être dans le calme pour écouter. Nous, oui, eux, non. Et d'ailleurs, même les ados, ça nous énerve parce qu'ils mettent la musique à fond, ils ont un écran et soi-disant, ils font des maths. Et je dis bien soi-disant parce que, évidemment, on en doute. Et bien, on se dit, non mais là, ça ne me prend pas pour un idiot ou une idiote, je vois bien que tu fais autre chose. Eh bien non, ils ont cette aptitude à mélanger leurs sens et à être attentifs finalement. Donc, les bébés, sur cette hypothèse qui est une hypothèse scientifique, sur le fait qu'ils peuvent écouter avec tous leurs sens, mais ils sont capables d'ajuster leur comportement avec un autre. Et ils repèrent très tôt toutes les récurrences, toutes les régularités. Ils ont une reconnaissance très précoce de ce qui est en train de se passer. Ils détectent les relations intersensorielles. Ils font le lien. Par exemple, si vous baissez la lumière et vous chuchotez, ils font le lien. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je n'étais pas encore psychologue, je faisais des remplacements dans une maternité en tant qu'auxiliaire puéricultrice. Et quand j'entendais les bébés à l'époque, c'est un peu vieux, c'est même très très vieux. Ouais, très très vieux. Fin 70. Et oui, c'est ça. Ouais, ça impressionne. Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Et donc, les bébés ne restaient pas dans les chambres des mamans, et donc ils étaient mis dans une nurserie. Et quand il y en avait un qui pleurait, je montais 4 à 4, parce qu'évidemment, il y en avait un, du coup, il y en avait deux, je me disais, ils vont tous démarrer. Donc, je montais 4 à 4, et le moment où je mettais la main sur le poignet, puis un bruit. Je me disais, c'est dingue, comment ils ont su que j'arrivais? Voilà. Et donc, voilà, ça a donné du sens à cette expérience de vie quand j'étais jeune et que je ne comprenais pas, et comment, en effet, les bébés associent à ce qui va se passer. Donc, ils savaient déjà que je n'étais pas là, mais j'étais déjà là. C'est la question de l'absence et la présence qui est absolument passionnante. Donc, les bébés sont à l'écoute de tout ça. Le répertoire et la signature prosodique, ça facilite évidemment tout ce qui est acquisition linguistique, perception linguistique. Et très vite, ils sont dans les échanges proto-conversationnels. On aurait pu se passer des jolis échanges. Moi, j'ai un petit-fils de 2 mois, donc évidemment, j'aurais pu vous abreuver d'images de mon petit-fils, qui est évidemment très, très beau. Si. Et qui parle très, très bien, à 2 mois. Il parle super bien, je vous assure. Moi, je ne comprends pas tout, mais presque. Voilà, et donc ils sont très dans l'interaction. Donc il y a toute cette
microculture intime qui se crée avec tout un répertoire. Il y a des tas de routines interactives que les parents connaissent très bien, parce que les parents sont les premiers interlocuteurs de leur enfant. Et donc, il y a cette microculture qui se met en place. Et donc, du coup, ça rappelle quand même, et il va falloir se le dire et se le redire, qu'on n'apprend pas à parler, hein, mais on construit, par contre. On construit une base langagière. Hein, et on construit une base langagière qui s'inscrit dans l'expérience, dans les expériences, et dans les expériences sensorimotrices, polysensorielles. Et c'est ça qui donne du sens à la vie des bébés. Et c'est ça qu'ils recherchent. Hein. Donc, non, on ne va pas faire une liste de mots pour que le bébé les apprenne. On ne lit pas un bébé pour l'occuper. Ce n'est pas occupationnel. Ce n'est pas pour le stimuler. Ce n'est pas pour qu'il soit bon en français. Hein. Donc, cette dimension-là, elle est vraiment essentielle pour nous, les psys, pour naturellement tous ceux qui interviennent auprès des bébés, hein, et qui peut-être parfois se trompent de mission. Hein. On est là pour être là, à leur côté. C'est véritablement, l'éveil, c'est vraiment une politique d'attention, mais il n'y a pas d'intention derrière. C'est pour ça que ce n'est pas de la stimulation. Et c'est pour ça que l'éveil, c'est un moment où le bébé va acquérir des connaissances. Ce n'est pas des apprentissages, c'est des connaissances. Et moi, j'adore parler du développement du bébé, mais je sais que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Et puis Isabelle, tu n'oublieras pas de De toute façon, moi, je m'arrête à la minute où tu lèves la main. C'est simple, hein. Moi, je suis très... voilà. Donc, j'arrêterai en milieu de phrase. Pas grave. De toute façon, je reste là. Voilà, donc ce bébé... J'ai encore 30 minutes, ça va être juste. Hein. Oui, c'est pas grave. Ce bébé, il fait des connaissances. Il acquiert des connaissances. Et je donne souvent le même exemple, pour celles qui m'ont entendu, vous m'en excuserez. Mais quand un bébé tète, quand il est finalement, la première relation qu'il a au monde, c'est avec sa bouche. Hein. La bouche est véritablement un organisateur de son moi. Hein. C'est vraiment absolument fondamental. La bouche, c'est un tapis d'éveil. Donc, il apprend déjà tout. Il n'a pas besoin de nous jouer. Hein. Déjà, il a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Et je peux vous dire qu'il s'amuse très bien tout seul. Donc il va découvrir d'abord que quand il boit, il y a quelque chose qui est dedans. Voilà, et ça l'apaise, il est super bien, chamallow, tout mou. Je vous fais le bébé, tout mou. Quand il a faim, bon, vous voyez, hein, là, il est dans une tension extrême. Donc déjà, il y a ces deux temporalités très différentes. Et puis, il va découvrir assez vite que s'il ferme bien les lèvres, ça coule dedans. S'il ne les ferme pas bien, ça coule dehors. Donc déjà, il a 6 semaines, vous pensez qu'il ne comprend rien, de toute façon, hein, et bien, il sait déjà qu'il y a du dedans et du dehors. Déjà. C'est-à-dire qu'il a la connaissance, par un éprouvé, par une expérience polysensorielle, que le dedans et le dehors, ça existe. Donc, quand il arrive à l'école et qu'on lui demande de coller des étiquettes dedans, un rond ou dehors, il sait déjà ce que c'est. Encore faut-il qu'il ait eu le temps de jouer à faire la bouche toute dure ou à faire la bouche toute molle. Ça, c'est pas si évident que ça. Parce que par les temps qui courent, nos bébés, sanitaires oblige, doivent dormir un maximum. Excusez-moi pour les médecins qui sont dans la salle, puisqu'on dit votre bébé doit bien dormir, c'est vrai, tout à fait exact. Je suis d'accord, mais un bébé doit se réveiller tranquillement et se séparer tranquillement. Et ça, c'est un message de santé, pour moi, fondamental. Nos bébés n'ont plus le temps de se réveiller dans le calme et n'ont plus le temps de se séparer dans le calme. Donc on a beaucoup plus de bébés qui vivent dans des accroches, ils s'accrochent plus qu'ils sont attachés dans le sens relié à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de cette maturité psychique où on se lève un quart d'heure plus tôt, on prend le temps de se rencontrer. Ah oui, c'est la même qu'hier ou c'est le même qu'hier, parce que vous, ça vous paraît évident, mais non, pas du tout. Pas du tout. On vérifie, même, c'est le même, c'est bon. On se retrouve, on joue un petit peu avec sa bouche et on va s'habiller et on repart. C'est pas comme ça que ça se passe.
c'est lever dernière minute, biberon prêt, déjà dans la bouche, en même temps je mets ma combi, je suis dans le siège auto, je suis déjà chez ma nourrice. Tac, vite. Pas vu, pas compris, elle est partie. Pas facile hein, d'être un bébé, franchement. Ça, voilà, ça fait partie, parce que les expériences polysensorielles, on dit bien expérience. Donc, qui dit expérience dit du temps. Et le temps est central dans les histoires de vie, dans nos histoires de vie. Donc, vraiment, on doit, j'ai même envie de dire, nous engager hein, sur le fait que nos bébés ont besoin de temps. Je suis sûre qu'il est d'accord avec moi. Dommage qu'il dort, je suis sûre qu'il est d'accord avec moi. Donc juste, je vais noter une phrase de Maya Gratier sur justement toutes ces expériences sensorimotrices et polysensorielles, où elle dit que la soi-disant prédisposition au langage est en réalité une expertise acquise au cours d'interactions variées, sociales, liées à l'appétence relationnelle intrinsèque du bébé et la reconnaissance tacite de l'adulte qui met en œuvre les premiers éléments nécessaires d'étayage au développement du langage. C'est une phrase que j'ai prise dans un de ces articles, donc elle est super accessible. Hein. Là, la phrase en la lisant, je dis, wow, elle est un peu longue, hein, mais non, vous avez compris hein, sur l'importance de cette prédisposition. Donc je vais dire un mot sur les parents quand même, hein, parce que c'est de ça dont on parle. On a dit un bébé tout seul, ça n'existe pas. Il va rencontrer ceux qui se sont engagés à ses côtés. Donc, c'est en général les parents. Et peut-être qu'il n'est pas inutile de dire que être parent, ça se construit, que c'est une construction, que c'est une rencontre. Et que c'est une rencontre qui est basée sur des reconnaissances mutuelles. C'est se reconnaître, pouvoir se reconnaître. Ça demande un peu de temps. C'est des temporalités extrêmement variables. Il y a des parents qui, dès la naissance de leur enfant, se sentent dans cette qualité de rencontre. Et à ce moment-là, on a tendance à dire qu'il y a de l'instinct maternel. Pas de chance, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. C'est une construction. Et oui, des fois, l'histoire paraît très belle dès le début. Mais pas que. Il y a beaucoup de parents qui trouvent que leur enfant ressemble à rien, qui sont hyper déçus. Puis en plus, ils ont beau chercher, enfin, le nez, la bouche, il n'y a rien qui va, quoi. Et pour autant, ils vont tomber amoureux de cet enfant. Mais ça ne va pas forcément se faire tout de suite. Donc ça, c'est dans une reconnaissance des traits, mais vous savez bien à quel point. Bien sûr que la parentalité, la filiation, ce n'est pas biologique, mais c'est un appui énorme, la biologie, parce qu'on cherche à voir s'il nous ressemble. Hein, et ça, c'est important. Est-ce que cet enfant-là ressemble à ses parents? Et il y a cette quête légitime. Hein, et puis un jour, on comprend que c'est pas ça la reconnaissance, c'est pas être les mêmes. Et d'ailleurs, si la famille c'est la course aux mêmes, on va à la catastrophe. Et à l'adolescence, je vous dis pas. Alors là, quand ils arrivent et qu'ils trouvent que tout ce que vous faites, mais c'est vraiment nul, que sur les 66 millions de Français, il a eu les 2 imbéciles du pays, vous avez intérêt à être solide, hein? Ouais. Hein, donc la question de la reconnaissance, c'est pas rien. Hein, dans la construction. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit accompagner. C'est temps. Parce que justement, le temps étant devenu très difficile pour les parents, eh bien, il va falloir qu'on mette en place, et il faut qu'on mette en place un certain nombre de propositions pour les parents, pour les accompagner, pour les soutenir, pour se préoccuper d'eux. C'est vrai que nous, au Pâteau Beurre, on parle plus de préoccupation, on se préoccupe des parents, hein, et on se préoccupe de cet être parent, de cet être mère, de cet être père,
plus. Bon, le soutien à la parentalité, c'est un terme assez rapide, comme ça tout le monde sait de quoi on parle, mais c'est vrai que ça finit par faire un espèce de package et on oublie que derrière, il y a des humains, quoi. Donc, faire attention un peu, être toujours en lien quand même avec ce qui se passe dans les liens humains. Eh bien, le parent, lui, en effet, si l'instinct n'existe pas, c'est parce qu'il va construire une relation dans laquelle il va petit à petit apprivoiser ce nouvel arrivant. Il va essayer d'interpréter, et la fonction interprétative est fondamentale dans la parentalité, interpréter les besoins de son enfant. Ça va un peu comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà, et ça, c'est lié à chaque enfant. Chaque enfant est singulier, chaque enfant est différent. C'est pour ça que quand on vous confie un enfant, ce n'est pas parce que vous en avez élevé 15 que vous connaissez celui-là. Vous ne le connaissez pas. Là, pour vous reparler de mon dernier petit-fils, sa mère me dit, il déteste être mouillé. Une goutte de pipi, ça ne lui plaît pas du tout, il a 2 mois, oui, une goutte de pipi, donc elle le change systématiquement. Donc, j'ai élevé quelques enfants, donc je ne dis pas, je sais, Celui-là, cet enfant-là, sa mère a remarqué, ça lui appartient, et c'est cette reconnaissance du bien-être de son enfant qui fait ce lien. Il est spécifique, il est à respecter, il est différent peut-être de ce que nous, on a eu avec nos propres enfants, ou vous avec vos propres enfants quand vous occupez des enfants des autres. Et ça, c'est pas si simple, parce que l'idée de je sais faire ressurgit souvent, très souvent, dans nos pratiques professionnelles. Donc, il y a des fonctions interprétatives, il y a la fonction empathique qui va avec, c'est-à-dire arriver justement à être en lien avec cet enfant-là, dans ces besoins-là, que je ne confonds pas avec les miens. Ce n'est pas parce que j'ai chaud qu'il a chaud. Peut-être que lui a un rapport à la chaleur différent, ou elle. Et puis cette fonction contenante, d'être contenu dans ses émotions. Et ça, c'est une fonction très importante, de ne pas livrer un bébé à ses émotions. C'est-à-dire que ce soit toujours, l'interprétation est là, un bébé sursaute, ah oui, t'as raison, t'as entendu ? Tu vois, t'as entendu ? Je le disais. Ou bien, il y a eu du vent, voilà. Tout ce qui se passe autour de lui, alors vous allez me dire, il ne comprend pas les mots. Je ne vous ai pas dit qu'il comprenait les mots. Mais il reçoit cette sensorialité que vous lui accordez, ça lui est adressé, et vous en faites un récit, le récit de votre rencontre. C'est ça la contenance. Et parfois, les parents viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'être contenus. Quand on n'est pas contenu, on peut se morceler. Les enfants peuvent faire des colères qui les morcellent, qui les mettent en 1000 morceaux. Et ils ont besoin d'être contenus pour retrouver leur état d'être et pour retomber sur leurs pattes, j'ai envie de dire. Donc voilà, cette rencontre, elle est absolument essentielle. Et dans ma cuisine des pâtes au beurre et dans nos cuisines des pâtes au beurre, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a eu des pâtes au beurre à Nantes, puisque je suis issue de Nantes, et puis ensuite on a créé des pâtes au beurre un peu partout en France, parce qu'on a reçu plein de demandes de professionnels, d'institutions, d'élus qui voulaient qu'il y ait des pâtes au beurre aussi dans leur région. Et donc on a décidé de fédérer, fédérer ce réseau, qui aujourd'hui a une quinzaine d'antennes, dont s'occupe Hélène, qu'elle coordonne. Ouais, du boulot. Et donc, dans ces cuisines, et en ce qui me concerne pour ma pratique, moi, j'ai observé, donc ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que ça ne va pas si bien que ça. Et je vois quand même des parents qui sont mis à mal dans tout ce qu'on vient de se dire, dans cette reconnaissance, dans cette rencontre, dans savoir qui est cet enfant. Beaucoup de parents me disent qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne le comprennent pas. Ils ont le sentiment qu'ils sont toujours obligés de dire et redire les choses. Ils disent qu'ils ont du mal à interpréter là où il en est dans ses besoins, qu'ils ont l'impression d'y répondre, mais que ça ne suffit jamais. Voilà, donc on se met à parler de frustration, des enfants qui ne supportent pas la frustration. Voilà, bon. Je ne suis pas sûre que si on regardait comment nous, adultes, on supporte la frustration, ça serait assez intéressant. Ça nous ferait beaucoup de peine, en tous les cas. Voilà, donc moi je vois ce mal-être et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et quand on regarde un peu, alors bien sûr c'est une conférence d'1 heure, donc c'est très acrobatique, ça va très vite, je vous déverse comme ça un peu les choses, mais on pourrait bien sûr les argumenter beaucoup plus, mais il y a quand même, on parle d'une crise environnementale, on parle de la crise climatique, oui, il y a une crise environnementale relationnelle quand même, il y a une crise relationnelle. Il y a des tas d'auteurs qui parlent d'ailleurs, et en particulier Morisot, Morisot, vous savez, il passe son temps à aller, si tu m'entends, excuse-moi, mais il suit les loups, beaucoup. Donc lui, il ne s'occupe pas des enfants, hein, pas son truc. Mais il parle de notre crise de la sensibilité. Hein. Donc ça parle de ce qu'on vient de se dire, hein, sur le polysensoriel, sur cette capacité à détecter, à comprendre, à nous comprendre, hein, à rentrer en relation, à prendre le temps de rentrer en relation. Et en effet, alors il y a plusieurs choses, moi, qui me marquent, et si on les liste un peu rapidement, il y a la confiscation des rythmes, de nos rythmes de vie. La cadence a pris le pas sur la rythmicité de la vie. On n'a plus nos rythmes de vie. Tout à l'heure, je parlais des bébés, mais c'est la même chose pour les parents, c'est la même chose pour nous, les adultes. Nos vies sont cadencées. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc vous imaginez bien le bonheur, le plaisir qu'ont nos bébés quand ils voient une lectrice arriver à la PMI ou ailleurs. Hein. Là, ça va être pour eux, évidemment, c'est vraiment la gourmandise, quoi. C'est un plateau de gâteau, quoi. On ramène, voilà. C'est du bonheur absolu. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui perturbe nos vies, à tous, mais leur vie en particulier, parce qu'eux, ils en ont besoin pour grandir. Il y a aussi cette... donc ça prend appui sur la rétraction du temps, hein, sur la disruption, hein, du temps. Il y a aussi les injonctions de performance, qui, je ne sais pas si vous le mesurez, mais sont omniprésentes pour les familles. Ça s'est glissé dans le monde de la famille. C'est plus réservé aux entreprises. La famille doit être compétente, la famille doit être efficace, la famille doit être performante, et donc les enfants doivent être performants, compétents, efficaces. Et on se met à parler, dans nos dossiers, de compétences parentales. Voilà. Vous voyez, c'est à notre insu, tout d'un coup, pouf, compétences parentales, c'est parti. Ça s'est glissé, ça s'est mis dans nos dossiers, on n'a pas vu le coup venir, voilà. Stimulation, pouf, il n'y a plus d'éveil, il y a de la stimulation. Ça s'est glissé dans nos dossiers. Mais ça n'a plus rien à voir. On parle d'une autre société, on parle d'autre chose. Hein. Ce n'est pas du tout ce dont on parle dans les besoins fondamentaux de nos enfants, de leurs parents et du lien parent-enfant. Pas du tout. Donc cette injonction de la performance, elle est très présente. Quand je demande aux parents, je leur dis, pourquoi vous ralentissez pas un peu? Pourquoi vous amenez à la danse, au machin, au bitume? Enfin, ils ont des activités absolument, rien que de les entendre, les raconter, on est littéralement épuisé. Mais on a l'impression qu'on leur dit un gros mot. Quand on leur dit s'arrêter. Moi, j'ai écrit un petit ouvrage sur les trésors de l'ennui. Juste pour rappeler l'importance du rien. Mais rien, c'est pas rien faire. Hein. C'est comme rien dire, hein, c'est pas rien dire. On est d'accord? Non? Si. Je sais pas. Voilà, donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a une autre dimension qui est l'uniformité de la parentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conseils qui seraient pareils pour tout le monde. D'ailleurs, il y a des cours pour être des bons parents, hein, parce qu'on peut être des parents positifs, donc il y a des cours pour ça. Ce qui fait qu'on oublie, la singularité, c'est-à-dire que nous sommes des individus différents, et puis du coup, on prive le parent de sa créativité. Et ça fait partie des problématiques que nous avons, qui est que nous ne pouvons plus nous créer, nous ne pouvons plus jouer un rôle même sur nos propres vies. C'est-à-dire qu'il y aurait des modèles, il y aurait presque des dictats qui s'infiltreraient, qui viendraient dire comment il faut faire. Alors que toute la difficulté quand on veut faire du soutien à la parentalité, quand on se préoccupe du parent, c'est de prendre le temps d'écouter qui il est lui, celui-là et pas un autre,
pour pouvoir l'accompagner au plus près et s'ajuster à ses besoins. Et du coup, écouter ce qu'il a à dire pour récupérer le fil du récit qui s'est coupé et pour l'aider à de nouveau repartir dans son histoire qui lui est propre, de manière à ce qu'il puisse aussi donner ses propres valeurs à son enfant. Parce que quand un parent vient vous demander ce qu'il doit faire, c'est très facile d'être le gourou et de dire « bougez pas, moi je sais. Ça tombe bien, je sais. Voilà, il faut ça, ça, ça. » Non, c'est beaucoup plus difficile de dire « moi je ne sais pas exactement pour vous, mais expliquez-moi. Où est-ce que ça ne va pas ?» Et quand on demande à un parent d'expliquer ce qui ne va pas, on le fait sortir de son état émotionnel pour remettre de la raison. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ça va un peu l'énerver, il va dire « moi je ne sais pas, c'est tous les soirs pareil, c'est toujours la même chose, il ne peut pas mettre son pyjama, le dentifrice, etc. » On lui demande « bon, ok, le pyjama. Il est où le pyjama le soir ?» C'est-à-dire, nous on appelle ça la clinique du détail. De se dire, je ne sais rien, moi le pyjama, il est au pied du lit. Voilà, vous voyez, ça met de la colère. Mais du coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'accord, il est au pied du lit. Et alors, après, et donc il raconte. Et donc ils sortent de cet état de colère petit à petit pour expliquer à celui qui questionne. Du coup, ils remettent de l'image, parce que pour expliquer, il faut mettre de l'image. Donc du coup, ils remettent de l'image, donc la représentation mentale se remet en route, et du coup, ils savent ce qui s'est passé pour leur enfant avec eux à ce moment-là. Ah oui, maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'une heure avant, et c'est parti. Et on va trouver, et on va chercher ensemble. On raconte l'histoire de cette scène de la veille qui a eu lieu pour mettre le pyjama. C'est pas la même chose que de dire, écoutez, il ne veut pas mettre son pyjama, et il dort tout nu, et puis moi je vous dis, vous fermez la porte à clé, et puis c'est bien bon, il ne va pas ressortir 3 fois, etc. Bon, je caricature, mais vous avez compris, Marinopoulos, je suis très méditerranéenne, c'est normal. Mais voilà. Donc, vous voyez que là, il y a véritablement la question du temps, et il y a quelqu'un qui parle très bien du temps, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est décédé il y a maintenant 1 an et demi, et qui montre à quel point l'accélération a été destructive pour nos vies. C'est pour ça que nous avons bien du mal à nous relier les uns aux autres. Lui, il parle beaucoup de transmission. Il dit la chose suivante, parce qu'il parle du savoir. Comment est-ce qu'on transmet? Comment est-ce qu'on transmet des connaissances? On parlait des connaissances tout à l'heure, mais on pourrait dire la même chose sur les apprentissages. Il dit, le savoir n'est pas simplement une information, mais la transformation de celui qui sait par ce qu'il apprend. On désapprend le calcul avec la calculette ou l'orthographe avec l'autocomplétion des textos. Au bout du compte, on désapprend la vie civile, la civilisation, on devient des barbares. Et il y a énormément de choses sur les barbares, mais je passe. Mais vous voyez cette notion, ce moment où on perd de vue l'autre. Et en fait, on se perd aussi de vue. C'est-à-dire cette rétraction du temps, cette disruption nous barbarise à notre insu. C'est pour ça qu'on s'énerve, c'est pour ça qu'on est dans des incivilités, c'est pour ça qu'on ne prend pas le temps de répondre à un parent qui nous questionne avec le temps dont il aurait besoin. Voilà. Donc il y a toute cette dimension-là à chaque fois qu'on propose de l'éveil culturel et artistique, et bien entendu le livre, mais je vais laisser les collègues parler, en particulier du livre, je vais juste dire 2 mots si Isabelle me laisse un peu de temps. Oui, j'ai encore 10 minutes. On civilise nos enfants. Donc l'éveil culturel et artistique, c'est véritablement une approche citoyenne de civilisation. C'est pas rien. On les occupe pas. On n'est pas là pour les occuper. On est là pour les nourrir et les faire grandir. Donc c'est tout ça dont j'ai parlé dans le rapport. Et quand je parle de santé culturelle, je parle de la santé de nos relations, de la santé de nos liens. Et que la santé de nos liens, j'ai voulu véritablement m'appuyer sur les premiers liens, 0-3 ans. Je ne voulais pas rentrer du côté de l'école maternelle et de l'éducation nationale et de l'apprentissage, mais bien montrer que ça commence avant. Et si tout ne se joue pas avant, il y a beaucoup d'essentiels qui se construisent très précocement dans ces premières années. Donc, dire qu'on a besoin d'éveil culturel et artistique, que c'est un axe de santé, que ça rentre, d'où la raison
santé culturelle. Hein, le concept, c'est l'association de la santé et de la culture. C'est aussi pour ça que ce rapport a été fait au ministère de la Culture et pas au ministère de la Santé. Et j'en profite pour dire à quel point nous sommes tous désolés qu'Aurélie ne soit pas avec nous, Aurélie Lessoux, qui est vraiment une personne très précieuse pour nous tous. Elle m'a beaucoup accompagnée pendant mon rapport. Elle est extrêmement engagée sur les questions d'éveil culturel et artistique et on lui doit tous et toutes beaucoup. Donc, en tous les cas, elle nous manque et elle le sait, on le lui a dit. Donc, le rapport, voilà, il raconte tout ça. On prend soin des liens, c'est un axe de santé, ça commence avec l'éveil, dans le lien parent-enfant. Si on veut faire du soutien à la parentalité correctement, on commence même pendant la grossesse. On prend soin de ce bébé qui va naître, on prend soin de ses parents, on les accompagne, on leur propose des entrées culturelles multiples et variées. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais en effet, c'est tout ce qui peut permettre de nourrir, de consolider, de donner de la texture aux liens parents-enfants. Juste sur les interventions précoces, et j'arrêterai, parce que quand on fait de l'éveil culturel et artistique et quand on va lire dans une salle d'attente de PMI, on intervient précocement. On sait à quel point c'est un vecteur fondamental pour réduire les inégalités sociales de santé. On doit le garder en tête. Mais je voulais juste dire que ce sont des interventions de tiers, puisqu'on parle beaucoup des tiers. C'est un terme qui est très utilisé en psychanalyse. Et quand on parle de tiers, très souvent, ce qui vient dans la tête de tout le monde, c'est le tiers séparateur. C'est un peu la caricature du tiers séparateur. Mais quand on intervient avec les tout-petits, avant d'intervenir comme tiers séparateur, on intervient comme tiers reliant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on va soutenir et aider à la différenciation pour que le bébé puisse devenir lui-même. Donc c'est véritablement une présence importante auprès du parent qui va pouvoir regarder son bébé le regarder, qui va pouvoir regarder son bébé regarder un autre que lui. Et c'est un moment où ce tiers reliant autorise en effet que le regard aille ailleurs, tout en favorisant la proximité parent-enfant. C'est véritablement une proposition subtile et magnifique. D'ailleurs, je trouvais que dans les exemples que vous nous avez donnés tout à l'heure, toutes les deux, Léo, quand vous avez lu là, ça parlait tout à fait de ça. Avec le fait que le parent peut prendre appui sur celui qui est là et qui lit. Du coup, le bébé peut prendre appui sur son parent. Donc, on voit cette succession d'appui. On parle beaucoup de holding. Le holding, c'est véritablement pouvoir soutenir physiquement et psychiquement. C'est le rôle des parents. Donc, on n'a pas parlé des écrans. Ça serait tellement long, mais oui, les écrans, bien sûr, on est une société d'écrans. Donc, de toute façon, les écrans font partie de la vie de nos enfants, ils font partie de notre vie. Ça devient compliqué quand l'écran annule la relation ou quand l'écran remplace la relation, quand l'écran est une babysitter. Parce que, évidemment, ensuite, c'est comme ça que l'enfant utilisera l'écran. Parce que souvent, on va mettre l'enfant devant l'écran parce qu'on a besoin d'un quart d'heure pour soi. Donc c'est pour qu'il soit tranquille, pour qu'il ne fasse pas de bruit et pour qu'il fiche la paix à tout le monde. Et quand ils sont ados, ils ont très bien compris. Et d'ailleurs, ils vous demandent de leur fiche la paix parce qu'ils sont sur leur écran. Donc ils ont acquis cette relation à l'écran. Alors que ça devrait être des objets de langage. Ça fait partie des possibilités. Tout ça en respectant, bien entendu, toutes les connaissances sur le temps des écrans. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. C'est une culture de ralentissement. Donc c'est à la fois, ça permet les tiers reliants de faire des interventions précoces, mais c'est aussi une culture de ralentissement. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce qu'en effet, plus on proposera aux parents des moments d'éveil culturel et artistique avec leur enfant, plus ils arriveront à se poser et à le rencontrer. Et on parlait de qu'est-ce que c'est qu'un lien parent-enfant, c'est une rencontre. C'est une rencontre, il faut en prendre soin, ça demande du temps, et ce sont des moments de reconnaissance mutuelle qui permettent de consolider le lien. Donc, il y a toute l'attention conjointe qui est en place, ces expériences partagées. Il y a toutes ces expériences
subjectives qui sont complètement sécurisantes, à la fois de la dyade, hein, du parent et de l'enfant, et puis aussi de l'enfant en solo, lui-même, le parent en solo. Et puis il y a ce sentiment d'une continuité d'être par l'expérience polysensorielle, c'est-à-dire j'existe en continu. Et puis, évidemment, il y a toute la dimension narrative qui enveloppe, les enveloppes pré-narratives de Stern parlent très très bien de tout ça. Stern était un magnifique auteur. Et puis je termine, Isabelle, je termine. Parfait. Hein. Que la lecture partagée annonce aussi la lecture seule, bien sûr, mais il y a deux concepts qui m'intéressent beaucoup, là, du coup, en tant que psychanalyste. La question de la permanence de l'objet, c'est-à-dire la capacité à pouvoir toujours se représenter ce qui est absent. Et les ouvrages portent énormément cette dimension. Ils permettent à l'enfant de mettre de la représentation mentale. Ce que je ne vois pas, ça existe, mais je l'expérimente dans cette expérience de lecture partagée. Hein, avec ce que je vois, je ne vois pas, ce que je vois, ce que je ne vois pas, je ne le vois pas, mais ça existe. Donc si je ne vois pas maman ou papa, il existe. Ah, donc il va me manquer si je ne le vois pas, mais je ne l'ai pas perdu, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le sentiment de perte ou le sentiment de manque. Et le manque est structurant, la perte est du structurant. Donc ça, c'est pour nous très important, mais je ne peux pas développer, n'est-ce pas? Je le regrette beaucoup. Et puis, un concept qui appartient à Françoise Dolto, dont on ne parle pas du tout, qui est la prévention de la solitude. Et Françoise Dolto, lorsqu'elle faisait une expérience, quand elle avait des enfants en psychothérapie, elle vivait des choses avec eux, bien sûr, et en particulier des activités ludiques, puisque vous savez que nous jouons avec les enfants. Et si nous jouons avec les enfants, c'est parce qu'ils jouent leur vie. Et jouer sa vie, c'est-à-dire raconter sa vie. Et donc, on va en effet retrouver le fil de ce qui s'était peut-être un peu perdu pour cet enfant-là et qui faisait symptôme dans son comportement. Et la prévention de la solitude, c'est que Françoise Dolto nommait un certain nombre d'objets. Par exemple, si l'enfant dessinait, elle disait « Ah, mais tu as dessiné avec le crayon rouge ». Et elle disait toujours « Mais je ne suis pas un pédagogue, hein, ce n'est pas pour lui apprendre que le crayon est rouge, elle s'en fiche complètement. » C'est simplement pour que quand il prendra un crayon rouge et qu'elle ne sera pas là, il ne sera jamais seul. Il sera toujours accompagné de l'expérience qu'il a vécue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous intervenez auprès d'un enfant, que ce soit dans la relation parent-enfant ou qu'il soit seul, eh bien vous savez qu'il repart enrichi. Donc moi, je n'ai pas besoin de mesure d'impact pour savoir si vous servez à quelque chose. Moi, je sais que chaque présence auprès d'un enfant avec son parent, vous venez participer à son grandir, à sa place dans notre civilisation et dans son humanité. Donc, personnellement, si vous deviez m'envoyer un dossier, je n'aurais pas besoin de votre bilan avec des mesures d'impact. Un simple fait que vous fassiez, c'est que je sais que déjà, vous participez et vous accompagnez. Voilà, donc c'est un très très beau concept, la prévention de la solitude. Je ne fais pas de conclusion puisque j'ai utilisé la totalité de mon temps et même peut-être 1 minute de plus. J'ai 1 minute. Non, mais 1 minute, non, je peux pas reprendre. Non, 1 minute, serait pas raisonnable. Voilà, je voudrais bien parler des barbares parce que je trouvais que, voilà, non, mais la question, il y a un auteur qu'on avait parlé il y a très longtemps. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Enfin, il est toujours vivant, qui m'excuse, Maurice Berger. Mais Maurice, il avait un peu choqué parce qu'il avait écrit un ouvrage où il avait dit voulons-nous des enfants barbares? C'est ancien, hein, ça, je pense que ça fait une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, bon, enfin qu'importe. Et ça avait pas mal choqué, et en fait il montrait bien, parce qu'il travaille auprès d'adolescents en difficulté, et Maurice montrait parfaitement bien que en fait, ce qui questionnait là, c'était que ces enfants violents, ils étaient violents parce qu'on n'avait pas pris soin des premières relations, et qu'au final, ils n'avaient pas le choix de faire autrement que d'être dans l'agir. Ils n'avaient pas les ressources psychiques, ils n'avaient pas construit les ressources internes pour pouvoir parler leurs émotions, donc ils les agissaient. Ils devenaient violents, et bien entendu, ils quittaient une relation d'humanisation, hein, et rentraient dans des relations de très grande violence, pouvant faire des actes d'ailleurs terribles. C'est la question qu'il nous posait, c'est voulons-nous des enfants barbares? Et c'est vraiment toute cette question-là, hein, de comment est-ce qu'on nourrit suffisamment nos enfants
pour que, vous l'avez entendu, ce que nous faisons avec eux quand ils sont tout petits, c'est qu'on leur permet de construire leur corps du dedans. Alors on peut l'appeler le corps psychique, on peut parler de le corps relationnel, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais un corps, ce n'est pas qu'un corps de chair, c'est un corps traversé par des expériences, et ces expériences constituent son récit, et son récit construit son identité et lui permet de traverser les épreuves de la vie. Avec des épreuves de la vie, nous disions tout à l'heure, naître, grandir, devenir parent, vieillir, devenir grands-parents, etc. Tout ça, ce sont des épreuves de la vie, et que oui, on peut être bousculé, on peut avoir des moments d'inquiétante étrangeté, et on a besoin d'être accompagné à ces moments-là, justement. C'est ça notre humanité, c'est ça aussi. Mais notre fragilité, on a quitté en effet notre état néotonique pour une condition névrotique. Hein. C'est-à-dire que nous vivons à travers les relations d'affection que nous partageons. Donc oui, c'est fragile, oui, c'est une matière fragile. Et c'est donc là que l'on doit absolument situer notre attention. C'est un petit peu ça qu'on oublie parce que notre modernité est devenue trop prétentieuse, en fait, et elle ne supporte plus tout ce qui est fragile, elle ne supporte plus la vulnérabilité. Alors, je dis souvent, mais je terminerai là-dessus, du coup, que il est parti, c'est parfait, je peux le dire, le bébé est parti. Que nous voulons des enfants, mais nous ne voulons pas leur enfance. Nous n'aimons pas l'enfance. L'enfance, ça fait du bruit, ça bouge, c'est incontrôlable, on ne sait jamais où cliquer. Notre ordinateur, on sait qu'on clique là, on a le résultat. Les enfants, on clique. Je lui ai dit non, il continue à faire, on ne sait pas où cliquer. Voilà. Donc, et ça, c'est compliqué. Alors évidemment, s'il pouvait sauter l'enfance, et bien entendu, je rajoute en général l'adolescence, mais s'il est là, le bébé, il est en haut. Oh. Désolée. L'adolescence, je n'avais pas vu. L'adolescence, ça serait très bien. Hein, voilà, c'était un peu... donc non, prenons l'enfance de nos enfants parce que c'est vraiment des moments d'émerveillement. C'est un mot qu'on n'a pas utilisé, mais l'émerveillement fait partie des débuts de la vie. Et s'émerveiller de leur émerveillement, c'est absolument indispensable. Ils en ont besoin. Hein, ils aiment qu'on les regarde, ils aiment qu'on regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'ils regardent comment on les regarde, hein, et nous les regardons, nous regarder. C'est ces regards croisés qui sont extrêmement intéressants et constructifs et humanisants. Voilà Isabelle. Isabelle Travailleur. Oui, parce qu'on me donne un truc important à dire. Ah. Voilà, donc normalement on a le droit de se parler, on a quelques... Ah, Isabelle, c'est ça, on a un quart d'heure de questions. Merci. On a un petit quart d'heure. Merci. Et merci à la technique pour le micro, c'est génial. J'adore. Ouais, impeccable. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Hélène me glissait dans l'oreille de te demander de dire quelques mots sur le kit de médiation artistique et culturelle que tu as élaboré. Oui. Alors après le rapport, en effet, juste après le rapport, nous étions rendus à notre 3e ministre de la Culture. J'ai eu une demande de pouvoir réaliser un kit de communication qui s'appelle « Ma santé à moi, elle est culturelle ». C'est des cartes postales, des affiches kakémono qui sont téléchargeables sur le site du ministère de la Culture, que vous pouvez utiliser. C'est pour les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les lieux d'accueil parents-enfants, enfin voilà, tous les espaces où il y a des familles. Et l'idée, c'est de passer des messages de santé culturelle aux parents, aux enfants, aux professionnels. C'est vrai que je n'ai pas amené de projection. Il a été réalisé. Alors moi, j'ai fait les textes et Clémence Passot a fait le graphisme absolument magnifique, très très coloré, et j'ai pas de... Voilà. Quoi, Léo ? T'en as une, juste pour m'en montrer une En début d'après-midi, le temps que j'aille chercher dans mon disque dur. Ah, tu peux pas le faire tout de suite? Non. Ah. Non. Non, je pensais que... Non, mais je pensais que tu étais moderne, tu sais. Mais... Vous n'avez pas ça avec, vous savez, on vous téléphone, puis on vous dit, vous pouvez m'envoyer tout de suite votre carte d'identité, vous la scannez. J'ai pas de scan. Ah, vous n'avez pas de scan, voilà. C'était tout de suite
tout de suite. Donc je suis Eh très bien, il va surprise, falloir apprendre, Léo, apprendre à franchement, être un peu frustré. exactement. Sophie, Je ce suis sera à très déçue. 14h pile, ça Voilà. ça vous aidera à revenir pile à l'heure. Et la carte postale est glissée dans la Baby Box qui est distribuée depuis le 7 mars, qui est une distribution dans 180 000, on commence avec 180 000 distributions, dans lequel il y a un livre qui est dans cette Baby Box, et il y aura donc cette carte postale et un certain nombre d'objets qui sont distribués dans les maternités. Et sinon, Hélène me demandait aussi de signaler que dans les endroits où il n'y a pas forcément des pâtes au beurre, où il n'y a pas forcément des lieux d'accueil parents-enfants, et où vous auriez connaissance, que vous seriez en lien avec des parents qui auraient besoin de soutien, de parler. Alors l'avantage des pâtes au beurre, des lieux des pâtes au beurre, c'est qu'il y a du beurre dans les pâtes en plus par rapport à d'autres lieux. Mais donc il y a une permanence téléphonique, un fil des pâtes au beurre, qui a été instauré et qui assure des permanences le lundi et le vendredi matin pour tout parent, toute personne qui souhaiterait appeler. Tous les départements. C'est ça, pour tous les départements. C'est quand même très bon à savoir. Voilà, c'est très généreux. C'est extrêmement généreux. Oui, c'est extrêmement généreux. C'est le beurre dans les pâtes. C'est ça. Et c'est le numéro, attention, 02 40 16 90 50. Oui. 02 40 16 90 50, le lundi et le vendredi matin. Le lundi de 9 à 11 h et de 12 à 14 h. Le lundi de 9 à 11 h et le vendredi de 12 à 14 h. Oui, c'est ça. C'est ça. Bravo Isabelle, merci. Merci. Maintenant, je suis sûre que vous vous brûlez d'envie, soit de réagir, soit de poser des questions à Sophie. Allez-y. Attends, il y a la dame qui arrive. Il y a la dame qui arrive. Je rappelle, si vous pouvez garder votre masque, parce qu'on postillonne, on ne s'en aperçoit pas quand on parle. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Simplement, pâte au beurre, l'origine du nom. Oui, alors, pâte au beurre, ça m'avait un petit peu préoccupé au départ comment j'allais appeler ce lieu. J'ai hésité entre quelque chose de sérieux et quelque chose qui ne l'est pas. Alors, je n'ai pas réussi à trancher. Donc, les pâtes au beurre, c'est prévention, promotion de la santé psychique, donc PPSP. Et les pâtes au beurre, c'est parce que c'est un plat que vous faites quand débarquent chez vous des gens enfin des amis, pas n'importe qui non plus, mais voilà, des amis débarquent, c'était pas prévu et en général, on dit non, reste, je vais faire un plat de pâtes. Hein, enfin, je pense que ça se fait dans beaucoup de familles. Et donc du coup, voilà, je me suis dit tiens, c'est un plat pas cher, c'est un plat qui existe partout. Nantes, évidemment, le beurre. Hein, là, du coup, c'est né à Nantes. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire des pâtes à l'aioli ou des pâtes au pistou ou des pâtes... c'est des pâtes au beurre, quoi. Si vous voulez, par exemple, dans votre région, des pâtes au beurre, ce sera des pâtes au beurre. Enfin, ça s'appellera comme ça. On ne peut pas, dans le Nord, avoir les pâtes à la bière? Non, tu n'y arriveras pas. Bon, d'accord. Non. C'est notre identité avec cette petite maison... qui nous représente avec des petits personnages qui rentrent dans la maison. Des pâtes au beurre? Au beurre lu. Beurre salé, les petits lus à Nantes, oui, qui ont été vendus d'ailleurs. On n'a plus les petits lus chez nous. D'autres personnes souhaitent questionner ou réagir? Mais sur la question du nom, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, quand on fait les courses, on fait des courses, on est une association donc pour avoir nos tickets, et on dit les pâtes au beurre, vous êtes un restaurant. Et du coup, non, on n'est pas un restaurant, et du coup, on s'engage en fait justement dans une discussion, dans un échange, et finalement, ces noms un peu décalés permettent aussi de s'expliquer. Donc, ça permet de prendre du temps pour en parler. Mais les noms sont extrêmement importants. Hein. Ça montre la convivialité et la simplicité, je trouve. Parce que vous avez remarqué quand même qu'il y a dans plein de structures, notamment dans le médico-social, mais on croule sous les sigles. Oui. C'est horrible. Oui, c'est vrai. Et dans l'éducation nationale, plus on est dans des quartiers en difficulté, plus on parle d'excellence et de réussite. Vous avez remarqué aussi. Oui. Il y a
il y a quelque chose avec comment on nomme les choses qui me semble important. Vous avez d'autres choses à dire ou à demander à Sophie Marinopoulos? Je vous en prie. Que pensez-vous des travaux de Boris Cyrulnik? Non, non, mais on est filmé. Enfin, vous vous rendez compte? Non, mais non, mais Boris Cyrulnik, il y a tout son concept de résilience qui est intéressant. Après, moi, je mets les bémols parce que qui dit résilience dit qu'on a été nourri avec du bon et qu'on peut aller puiser dedans. Donc, par exemple, vous voyez, quand Maurice Berger parle des enfants barbares, il parle de ces enfants qui n'ont pas été nourris, qui n'ont pas pu faire ces acquisitions internes, en fait, donc qui n'ont pas de structure, hein, d'estime de soi, de capacité à donner et recevoir, ne serait-ce que ça, pouvoir donner et recevoir de l'affection. Il faut être un petit peu équilibré parce que très vite, on peut se sentir menacé, hein, dans la relation à l'autre, sans tomber dans une paranoïa extrême. Voilà, on peut se sentir un peu frileux, hein. Donc, en fait, Boris Cyrulnik, moi, je trouve quand même que dans ses travaux, la question de la résilience reste dominante et reste omniprésente. Je pense qu'aujourd'hui, on irait encore plus loin. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Les auteurs se succèdent, donc ils se complètent. Vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure je parlais de Freud, parce que par exemple on critique tout le temps Freud, on dit les psychanalystes, etc. D'abord, les psychanalystes, c'est ceux qui font presque le plus dans le social au niveau des concepts. Françoise Dolto, je vous le rappelle, était psychanalyste. Dans le monde du livre, vous en parlerez sûrement, énormément de psychanalystes se sont engagés. Donc, pourquoi? Parce qu'on travaille sur la singularité, sur le singulier. Donc, quels que soient les psys, hein, c'est toujours le singulier qui prime. Donc tous les travaux se succèdent et se complètent. Ce qui va être dit, il y a des tas de choses qu'a dit Freud que je ne reprendrai pas aujourd'hui, mais c'est vieux, donc ça a progressé. C'est comme, on ne va pas faire ces reproches-là, par exemple, à la médecine. Regardez comment on opérait les enfants autrefois où on pensait qu'ils ne souffraient pas. Hein. Non, on n'est pas en train de dire que c'était des barbares. Non, il y avait des choses qu'on ne savait pas. Donc tous les auteurs sont porteurs d'une connaissance qui nous permet de prendre appui dessus et puis après de construire autre chose. Hein. Donc Cyrulnik, Dolto, je parlais de Selma Freiberg. Alors c'est vrai que j'essaye de parler plus des femmes qui ont fait des choses formidables, parce que vous voyez bien que d'une manière générale, on oublie les femmes qui ont fait des choses extraordinaires. C'est vrai, hein, quand même, d'une manière générale. Entre deux auteurs, on va souvent privilégier l'auteur homme. Et même moi, je suis obligée de faire un effort, des fois en me disant, voilà, ben oui, mais j'ai parlé de lui, mais voilà. Si je vous parle de Geneviève Hague, qui connaît Geneviève Hague? Merci, merci. Magnifique auteur, extrêmement compliqué. Voilà, sur l'enfance, mais enfin, voilà. Mais faire une conférence sur Geneviève Hague, bon, il faut, si on veut, voilà, simplifier, hein, les données, il faut vraiment passer du temps. Mais on n'en entend jamais parler. Hein. Marie-Josée 5 mars. La pudeur du corps. Moi, je sais pas, il y a plein d'auteurs, femmes. Là, je parle des psys, vous m'excuserez, je parle de ma profession, qui ont eu qui vous ont énormément aidé. Le doudou, c'est quand même, vous le devez à Françoise Dolto, sur ses travaux sur l'odeur. Extrêmement complexe. Tout le monde dit qu'il a lu Françoise Dolto, c'est le doigt sur la ligne, hein, parce c'était quand même elle était prolixe et c'était très compliqué à lire. Hein. Voilà, donc on leur doit beaucoup. Hein, on leur doit beaucoup. Donc merci, parce que ça permet de rappeler la chaîne de tous ceux qui travaillent depuis tellement longtemps, hein, dont fait partie M. Cyrulnik, mais pas que, voilà. Et justement, tu parles de résilience, cher à Boris Cyrulnik et à Oui. d'autres, mais peut-être tu peux dire 2 mots de ta réflexion sur la sous-nutrition ou la malnutrition culturelle. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Oui, parce que la malnutrition culturelle, c'est véritablement que nous n'arrivons plus à nourrir nos enfants de ce temps du lien et de l'expérience. On leur demande de grandir sans les expériences qui vont avec. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils arrivent souvent à l'école, ils ont bricolé leur croissance.
Ils n'ont pas véritablement eu leur croissance. Ils en ont été privés. Quand je parlais tout à l'heure de l'expérience de la bouche, quand je parlais de cette expérience de la nécessité de se rencontrer pour pouvoir se séparer, vous voyez bien que c'est des choses très, 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 très concrètes. Et c'est une réalité qu'on n'a plus le temps, que les enfants n'ont plus le temps. Que la question de la voix, on parlait de la voix. Bon, la voix, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que la manière d'utiliser la voix avec les enfants est très particulière et que les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on n'utilise pas la voix de la même façon. Donc, très vite, ils s'en rendent compte, ils le vivent, ça s'imprime dans leur charnellement, corporellement, psychiquement, affectivement, émotionnellement. Donc, ils sont nourris de cette voix qui se transforme. Et tout l'enjeu, ça va être de dire, la voix change, mais c'est le même. C'est toujours le même parent. Pas évident. Regardez les enfants quand ils ont à peu près dans les 18 mois. Jusque-là, ils commencent à être bébés moteurs. Alors on adore, on s'exclame, ils font plein de choses nouvelles. Oh, t'as vu, c'est prendre la chaise pour aller attraper là-haut. Non mais, il a un QI de 150, c'est sûr. Regarde. Voilà, bon, on est tout de suite à... Puis il y a un moment, ça fait 10 fois qu'il prend la chaise, on a fini de s'émerveiller. Puis en plus, à chaque fois, il casse quelque chose, quoi. Donc... il y a un moment, on va changer, on va dire « je t'ai dit non ». Et là, vous voyez bien comment ils font un temps d'arrêt et ils vous regardent, mais ils essayent de vous décrypter et ils disent « c'est pas possible, on me l'a changé hier soir, c'est pas la même ». C'est ça la voix, c'est pas la même. Hein. Donc, il faut qu'il, sans arrêt, l'enfant, c'est ça aussi, c'est du mouvement, c'est en mouvement. Donc sans arrêt, il faut s'adapter. C'est pour ça que le temps est essentiel. Et si on ne prend pas le temps, en effet, on n'arrive pas à les nourrir de ces besoins d'expérience, de la relation, de la rencontre, du vivre ensemble, du partage et du partage de l'esthétique, du sensible. Parce que, en effet, d'avoir quitté ce monde du sensible, ça nous joue des sacrés tours. Et ça nous joue des tours dans la société même. Moi, je fais vraiment un lien direct entre les incivilités et la violence ordinaire. Sans compter que les enfants vivent et traversent quand même un monde qui ne leur sourit pas beaucoup. Il faut voir qu'ils nous arrivent ici. Donc déjà, ils sont dans une forêt de jambes. Et quand ils lèvent la tête, voilà, est-ce qu'on leur sourit? Est-ce qu'on leur dit bonjour? Est-ce qu'on prend le temps de s'intéresser à eux? On n'a pas vraiment le temps. Quand on part au boulot et qu'on prend le bus et qu'on prend le métro et qu'on prend, enfin là où il y en a, etc., ben, on voit bien. Regardez, prenez le temps demain, vous dites, tiens, allez, je regarde. Regardez, vous allez voir comment nous ne nourrissons pas nos enfants, donc ils sont malnutris. Hein. Nous devenons misérables, et ça c'est un terme de Majid Ranema. Majid Ranema a écrit un très beau livre qui s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté ». Quand la misère chasse la pauvreté, Majid pointait que, en fait, la pauvreté, c'est en effet, on manque de biens matériels, mais le pire du pire, hein, c'est de manquer de relations. Hein, et aujourd'hui, nous devenons misérables dans nos relations. Nous avons dépassé l'état de pauvreté, nous sommes misérables, collectivement misérables. Même si nous vivons dans l'opulence, nous sommes misérables. Et c'est fort de dire ça. Hein. Oui, c'est fort de dire ça. La misérabilité, je trouve que c'est courageux de pointer avec ce titre de livre, hein, quand la misère chasse la pauvreté. Voilà. Mais il y a des tas de cultures où être pauvre, ce n'est pas un état matériel, hein, c'est les qualités humaines et les qualités relationnelles. Hein. Donc ne devenons pas misérables, luttons contre ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Mais il faudrait le Stade de France pour le dire. Et oui, il faudrait... Parce que nous, on est entre nous. Donc en fait, on est d'accord à peu près. Bah oui, enfin, on va s'apporter des nuances. Voilà, vous voyez,
mais on est quand même relativement d'accord. Ce qui nous manque, c'est ceux qui ne sont pas du tout convaincus. C'est eux qui nous manquent le plus, pour qu'on puisse un petit peu discuter avec eux. Oui. Chronos, ce misérable, nous rappelle à l'ordre et nous dit que c'est le moment de la pause. Alors, fort heureusement pour nous et pour elle sûrement, Sophie est droitière, donc elle va pouvoir vous faire les dédicaces pendant le temps de pause jusqu'à 11h30. Essayez d'être là à 11h30 si vous souhaitez cajoler votre enfant intérieur, car une lecture vous attendra dans la salle. Ah, super. À tout à l'heure. Merci. Merci.